Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir quel est le plus grand secret qui existe dans le monde des affaires. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Alexandre Cobalt, Ray Lancaster, Francine Tourigny et Loïc Boursin de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de Alexandre Cobalt. En 1980, IBM était la superpuissance de l'informatique. Sa position dans le domaine des ordinateurs centraux était incontestée, avec plus de 80% de parts de marché et 340 000 employés dans le monde entier. IBM avait l'habitude de construire et de vendre de grosses machines coûteuses à de gros clients. Paul Allen, à gauche, et Bill Gates, à droite, vers 1980, Crédit Photo, Getty. Au début des années 1980, la direction d'IBM avait soupçonné que le monde de l'informatique pourrait bientôt passer à des kits de microprocesseurs plus petits comme l'Altair et le Commodore. Constatant qu'il s'agissait plus d'une menace que d'une proposition commerciale, ils ont décidé d'entrer dans le jeu dès que possible, dans le cadre d'une démarche stratégique visant à contrer la menace. Plutôt que de détourner les ressources de ces grandes chaînes de montage et de construire un nouveau modèle plus petit et un système d'exploitation à partir de zéro, il serait plus prudent, d'un point de vue économique, d'externaliser les composants et les logiciels bon marché du commerce vers des tiers. Bien qu'elle aurait pu construire ses propres microprocesseurs pour les utiliser dans son projet Top Secret, qui sera plus tard connu sous le nom d'ordinateur personnel, PC, IBM a décidé d'acheter les microprocesseurs à Intel. Plus importante encore, IBM a décidé d'obtenir une licence du système d'exploitation de Microsoft, plutôt que de créer son propre système d'exploitation. Microsoft, une jeune société de logiciels créée seulement 3 ans plus tôt par Bill Gates et Paul Allen, surfe déjà sur sa propre vague de succès, ayant vendu plus d'un demi-million d'exemplaires de son logiciel basique, qui avait attiré l'attention de certaines grandes sociétés informatiques, dont IBM. En novembre 1980, 2 responsables d'IBM ont contacté Microsoft pour discuter de l'ordinateur personnel qu'ils envisageaient de construire. IBM espérait que puisque Microsoft était dans le domaine de la construction de logiciels pour les petits ordinateurs, il était en mesure de construire un système d'exploitation pour leur ordinateur personnel. Microsoft a relevé le défi et a acheté un système d'exploitation à une société informatique de Seattle et a engagé son meilleur ingénieur logiciel, Tim Patterson. Ils ont changé le nom en MS-DOS. Microsoft a proposé à IBM un accord fabuleux, un prix bas, unique, qui accordait à IBM le droit d'utiliser le système d'exploitation de Microsoft sur autant de machines qu'il pouvait vendre. Cela a incité IBM à pousser MS-DOS, en le vendant à bas prix. L'accord était simple. IBM paierait à Microsoft une redevance unique non divulguée, certains situent le chiffre à 430 000 $, mais la principale disposition de l'accord était qu'il comportait un accord non exclusif qui permettait à Microsoft d'accorder des licences d'utilisation du système d'exploitation à d'autres fabricants d'ordinateurs qu'IBM. IBM a accepté l'accord, en partie parce qu'elle était prise dans des décennies d'enquêtes et de litiges antitrust, et en partie parce qu'IBM était sous pression pour produire son premier ordinateur personnel dans un délai d'1 an. Cet accord allait changer la destinée de Microsoft pour toujours. L'ordinateur personnel d'IBM a été lancé sur le marché pour la première fois en août 1981 et a connu un succès immédiat. Indirectement, ce fut aussi un succès pour Microsoft. D'autres fabricants d'ordinateurs ont également approché Microsoft en vue d'obtenir une licence pour MS-DOS. Ces fabricants d'ordinateurs ont ensuite expédié des centaines de milliers de PC avec MS-DOS de Microsoft. En 1985, les revenus de Microsoft avaient grimpé en flèche, passant de 16 millions de dollars en 1981 à 140 millions de dollars, car d'autres fabricants d'ordinateurs comme Tandy et Commodore ont également choisi de s'associer avec eux. Plus tard, de nouvelles sociétés informatiques comme Compaq, HP et d'autres les ont rejoints. Comme on dit, le reste appartient à l'histoire. En conclusion, le plus grand secret commercial du monde n'est pas une formule magique. Le plus grand secret commercial du monde est le pouvoir de négocier la meilleure affaire possible. L'auteur est un entrepreneur en série, un investisseur, un coach d'affaires, un blogueur et un coach de vie. Pour obtenir plus d'informations et de précieuses ressources, vous pouvez visiter Macorabio. On va pouvoir continuer avec la réponse de Ray Lancaster. J'ai 6 grands secrets à vous proposer, basés sur 40 ans d'expérience professionnelle et d'innombrables discussions avec des collègues du monde entier ainsi qu'avec des participants aux cours de communication que je donne. De tous les facteurs régissant le comportement d'un employé au XXIe siècle, la peur de perdre son emploi est le plus déterminant et omniprésent. Le grand secret, c'est que, de fait, une part inavouable des ressources d'une entreprise est consacrée à la gestion, parfois la réduction, rarement l'élimination, des conséquences de cette peur. Celle-ci s'avère en effet coûteuse, voire destructive, car elle freine toute velléité de précieuse créativité, de courageuse prise de risque ou de simple honnêteté chez l'employé. La peur au travail est le dernier grand tabou, avec la surconsommation de médicaments, antidépresseurs, stimulants, somnifères. Dans le monde des affaires, que signifie réellement, en affaires, le mot pragmatique ?
Avec la meilleure volonté du monde, aucune entreprise ne peut survivre en respectant en permanence toutes les lois et règles en vigueur. C'est impossible, à moins de détenir un quasi-monopole dans sa branche et de pouvoir faire payer aux consommateurs une légalité tous azimuts. Le grand secret, c'est que chaque entreprise emploie des manières illégales, mineures ou majeures, ponctuelles ou pérennes, pour survivre. Elle justifiera ses pratiques, et se les justifiera à elle-même et ses employés, en les qualifiant de pragmatiques. Plus une entreprise communique sur ses valeurs, plus il est probable qu'elle mette une telle pression sur ses employés que ces derniers risquent d'enfreindre ces mêmes valeurs pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Le grand secret, c'est qu'une communication insistante sur les valeurs sert le plus souvent à couvrir les fesses de l'entreprise lors d'inévitables écarts commis par des employés surmenés. Elle permet aux dirigeants de déclarer, la main sur le cœur, que le comportement d'employé X est incompatible avec nos valeurs. Nous menons une enquête interne, dont nous nous garderons bien de vous montrer les résultats, mais vous nous aurez oubliés d'ici là. Si une entreprise a des valeurs et s'y tient, il lui suffit de les appliquer, non ? Toute entreprise cotée en bourse a pour objectif central, primordial et incontournable de rapporter de l'argent à ses actionnaires. Cette simple réalité étant difficile à vendre aux clients et consommateurs, le grand secret, c'est que la plupart des activités d'une entreprise cotée ont pour but de cacher sa raison d'être purement financière derrière des produits, services, valeurs, missions, vision, feuilles de route, logos et engagements divers. Il s'agit en fait d'afficher d'autres motivations que la satisfaction pure et dure, et le plus souvent à court terme, des actionnaires. Si l'entreprise se porte bien, ces faux-semblants fonctionneront. Dans le cas contraire, leur fragilité se révélera sous forme de licenciement ou de recadrage. Cette logique s'applique moins aux entreprises familiales ou aux PME-PMI. Le mot « transparence » est largement utilisé par les entreprises pour faire semblant de prôner l'honnêteté. Or transparence et honnêteté ne sont pas synonymes. Lisez bien les missions, visions et valeurs que les entreprises affichent sur Internet ou dans des interviews de dirigeants. L'honnêteté n'y est mentionnée ou défendue que rarement. Le problème, c'est que l'honnêteté consiste à reconnaître activement les inévitables et compréhensibles doutes, erreurs, changements d'avis, compromis ou ajustements d'une entreprise au quotidien. L'honnêteté, la vraie, déverrouillerait trop de portes. Le grand secret, c'est que la transparence, derrière son effet d'honnêteté, est passive. Elle consiste à installer des fenêtres sur des portes qui restent, elles, verrouillées. La transparence montre sans dire ou regarder. Formelle ou informelle, verticale ou horizontale, la communication interne consacre, et gâche, d'énormes ressources au message suivant, c'est une mauvaise période à surmonter. Vous verrez, ça se calmera bientôt. Pour être réaliste et utile, le message devrait être, l'incertitude est notre allié. Apprenez à l'accueillir, à l'aimer, à en profiter. Si jamais ça se calme, soyez inquiet, très inquiet. La transition temporaire en affaires n'existe pas. Elle est, quoi qu'en dise la communication interne, permanente. Convaincu qu'un modèle capitaliste moins fragile et hypocrite est possible, je dédie cette réponse aux personnes courageuses et intègres dans le monde des affaires. Il y en a, et elles sont souvent malmenées. Je ne doute pas, par contre, qu'il faille que ce modèle capitaliste, corrigé, soit également de nature plus autoritaire si l'on souhaite sauver notre environnement. La prochaine réponse est de Francine Tourigny. Dépenser moins que tu gagnes. Vous en pensez quoi ? On va continuer avec la réponse de Loïc Boursin. Le plus grand secret qui existe dans le monde des affaires est caché à l'abri des regards dans cet énorme coffre-fort. Regardez attentivement l'image ci-dessus. Est-ce que vous reconnaissez une forme singulière au milieu de cette porte massive en métal ? Vous voyez la forme caractéristique de la bouteille de Coca-Cola ? Voici Muhtar Kent, le PDG de Coca-Cola en 2011. Cette photo a été prise quand pour la première fois dans l'histoire, la société a révélé au public l'existence de la chambre forte top secrète où la formule inestimable de cette boisson a été entreposée et protégée depuis 1925. Il s'agit du plus grand secret commercial de l'une des marques les plus puissantes au monde. Source image, Coca-Cola. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.